dans notre commission, avant de commencer votre témoignage, naturellement, il y a quelques choses administratives qu'on doit régler. D'abord, bien établir votre identité. Vous êtes bien M. Ndele Bamu Albert, né à Boma le 15 août 1930. Oui. Parfait. Vous avez devant vous un texte qui est le même texte que celui-là que je vais vous lire. Mais je suis obligé de vous le lire, mais on l'a mis aussi devant vous pour que vous puissiez bien en prendre connaissance, puisque je dois le lire avant chaque témoignage. J'essaie de le lire assez vite, mais pour que vous puissiez bien le comprendre, on l'a mis aussi devant vous, comme ça vous pouvez suivre. Donc je vous rappelle, en vertu de l'article 4, paragraphe 1 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires telles que modifiées par la loi du 30 juin 1996, la commission d'enquête peut prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le code d'instruction criminelle. Elle peut notamment entendre les témoins sous serment. Avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur le dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée, suivant lequel tout témoin, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s'exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous pensez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous rappelle en outre que suivant l'article 9 de cette même loi, tout coupable de faux témoignage sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Finalement, je tiens à vous signaler qu'à la suite de l'article 3 de la loi précitée, le secret de votre déclaration n'est pas garanti, sauf s'il s'agit de déclarations faites au cours d'une réunion à huis clos et pour lesquelles la Commission s'est expressément engagée à préserver le secret. En outre, tout document que vous remettriez à la Commission est susceptible d'être rendu public. Après ces précisions que je vous ai lues et que vous avez pu suivre devant vous, je vous invite à prêter le serment en levant la main droite, en prononçant la formule suivante: je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité et de dire toute la vérité. De dire toute la vérité et rien que la vérité. Voilà. Merci. Monsieur Ndele, vous avez prêté serment. Je vais vous faire remettre votre carte d'identification. J'espère qu'entre-temps, on vous a apporté un nouveau verre avec de l'eau. Ça a été fait. Parfait. Nous nous excusons qu'il y a un certain retard dans notre timing. La raison pour laquelle je vous demanderai peut-être de... Enfin, je vous propose de commencer immédiatement, et de commencer immédiatement par des questions assez précises. Vous nous donnerez une réponse naturellement à votre convenance, mais si possible assez courte et assez précise aussi comme réponse. Je voudrais commencer au début de votre carrière, je dirais, du moment où vous étiez chef de cabinet. En cette qualité, vous vous êtes rendu à Genève, je crois, pour une réunion avec le ministre belge Raymond Cheven. Vous étiez à ce moment-là le chef de cabinet du ministre des Finances du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été débattu? Il y avait naturellement les questions, disons, les questions officielles, les questions d'argent, mais est-ce qu'on a débattu à ce moment-là aussi de questions politiques? En tout cas, pas que je sache, on a débattu de la liquidation de la Banque centrale du Congo belge et du Rwanda-Burundi. Donc pour vous, c'était une discussion technique. Tout à fait technique, il n'y a pas eu d'à côté de politique générale, En tout cas, je ne m'en souviens pas. À un certain moment, il y a eu un attentat contre vous. Enfin, vous avez eu des difficultés en rue. Comment est-ce que ça s'est fait? Pourquoi est-ce que ça s'est fait? Et par qui est-ce que ça a été fait? Eh bien, très franchement, je dois vous avouer que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé.
Toujours est-il qu'en sortant du même ligne, je me suis vu attaquer. Vous pouvez nous préciser le moment? Enfin, environ la période. C'était, je crois, en octobre, et j'étais allé faire une conférence de presse sur la situation économique et financière du pays. Et en sortant de la réunion, je me suis vu attaquer. Je suppose que ça vous a fait peur. Écoutez, je dois vous avouer que mourir de la façon dont on voulait me faire mourir, on ne se sent pas effrayé. Je me suis seulement rendu compte qu'on me voulait du mal au moment où on a essayé de m'embarquer dans une combi. En ce moment, je me suis rendu compte qu'on voulait me faire du mal. Et quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez demandé une protection ou... Mais la protection, elle était là, mais inopérante, puisqu'il y avait les gardes des Nations Unies qui étaient là, notamment du Ghana, qui ne sont pas intervenus. Mais je dois dire qu'il y a un Américain, un Belge, et quelques amis qui étaient là, qui ont volé à mon secours et qui m'ont entraîné jusque dans le hall du même ligne. Mais est-ce que vous avez demandé une protection? Enfin, disons qu'il y avait eu plusieurs incidents de ce type-là. Est-ce que on a à ce moment-là demandé des protections pour des gens qui n'étaient pas de tendance lumumbiste à ce moment? Parce que vous ne savez pas de qui ça vient, mais apparemment vous auriez dit que c'était à cause de votre position politique à ce moment-là. Excusez-moi, je ne comprends pas bien votre question. Donc, la question était, qui avait fait ça? Vous avez dit, bon, qui l'a fait? Je ne sais pas encore pour le moment, mais quelle était la raison pour laquelle vous avez été attaqué à ce moment-là? Je n'ai jamais su identifier. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est très gentil de me regarder quand vous me parlez, mais pour des raisons techniques, c'est mieux que vous regardez dans la salle parce que les gens qui font la traduction n'entendent pas assez bien votre voix pour bien faire la traduction. Eh bien, quand j'ai eu cette attaque aux mêmes lignes, je dois vous dire que j'avais été prévenu une semaine auparavant qu'on voulait m'assassiner. Et j'avais été conseillé, on me demandait de ne pas aller à mon bureau. C'est à quoi j'ai répondu que, étant donné mes responsabilités, je ne pouvais pas ne pas aller à mon bureau. Que si on voulait m'assassiner, on devait venir m'assassiner à mon bureau. Et j'ai continué. On m'a dit que c'était dommage. Parce que on savait qu'on allait m'assassiner, mais qu'on ne savait pas le jour et où. Et je suis allé à cette conférence, et c'est alors qu'au moment, comme je disais tout à l'heure, on a voulu m'embarquer dans la combine. Je me suis rendu compte, je me suis rappelé tout ça, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en danger. Et j'ai pu bénéficier du concours des collègues qui étaient avec moi et de cet ami, de ces messieurs belges et de ces messieurs qui étaient là, américains. Mais par ce fait, vous n'avez pas demandé une protection spéciale aux autorités ou aux connaissances belges que vous aviez dans le temps? Mais, très franchement, ça ne m'est jamais venu à l'esprit.
pouvez-vous nous informer quelles étaient, selon vous, les raisons pour lesquelles le colonel Mobutu, enfin colonel dans ce temps-là, hésitait pour arrêter M. Lumumba? Est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles M. Mobutu a quand même beaucoup traîné avec l'arrestation de M. Lumumba? Je crois qu'il y avait un certain consensus à un certain moment pour passer à l'arrestation, mais qu'il fallait le bras fort de la force publique. Et là, M. Mobutu n'avançait guère ou peu au début. Est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles? Non, très franchement, je ne saurais pas vous répondre. Et quel était le rôle du ministre des Finances, dont vous étiez le chef de cabinet, dans la démission de la destitution de M. Lumumba le 5 septembre 60? J'étais directeur du cabinet du ministère des Finances, mais je n'étais pas ministre des Finances. Donc je ne saurais pas répondre à sa place. Vous n'en avez jamais discuté? Non, pas du tout. M. Nkayi n'était pas le genre de personne à discuter ce genre de problèmes. Quelle était la position de M. Nkayi dans toute la problématique à ce moment-là? Je crois qu'il a essayé de bien remplir sa fonction de ministre des Finances, mais rien d'autre, je ne l'ai jamais vu faire autre chose. Donc, selon vous, il opérait comme un ministre technicien qui n'était pas impliqué dans ce qui se passait au niveau politique? Je ne saurais pas répondre à sa place compte tenu du fait qu'il pouvait avoir ses relations personnelles. Mais moi, je le connaissais seulement comme ministre des Finances. Et à ce titre, on ne parlait jamais de politique. On parlait des problèmes techniques. Mais pourtant, le président Kasavubu, le 5 septembre, s'est posé la question, mais où est le ministre des Finances? Où est Nkayi? Donc, il devait quand même avoir son importance dans ce qui s'est passé le 5 septembre. Le 5 septembre, excusez-moi, c'est vous qui me l'apprenez, le 5 septembre, le président Kasavubu se serait posé la question de savoir où était le ministre des Finances. Et il a posé cette question à qui? Dans le témoignage de M. Van Bilzen. Oh. Alors je crois que c'est à M. Van Bilzen à lui répondre. Mais vous n'avez aucune idée de la raison pour laquelle M. Kasavubu aurait pu se poser cette question? Non, vraiment pas. Donc, M. Nkayi était un peu à l'écart de ce qui se passait, donc. Écoutez, je vous ai dit que j'allais dire toute la vérité et rien que la vérité. Alors, ce que je peux vous dire ici, c'est que je ne peux pas répondre à la place du ministre Nkayi, étant donné que je ne savais pas du tout quelles étaient, à part les relations de services que nous avions ensemble, si il en avait d'autres. Bon, allons alors peut-être à la période du collège des commissaires dont vous étiez membre. On était le vice-président. Dans lequel le vice-président, donc là c'est une période où vous agissez vous, et non pas, c'était un ministre qui agissait pour vous. Oui. Le but c'était de neutraliser les politiciens congolais jusqu'au 31 décembre et d'éloigner M. Lumumba du pouvoir jusqu'au 31 décembre. De qui est venue cette idée? Comment est-ce que vous avez participé dans ce collège des commissaires? Est-ce que vous pouvez nous informer un peu là-dessus? Eh bien,
Tout ce que je sais, c'est qu'il a été demandé aux jeunes étudiants que nous étions, parce que quand le pays est devenu indépendant, n'oubliez pas une chose, moi, on est venu me chercher à l'école. J'étais à Louvain. Je ne sais pas si on n'a jamais cherché, on n'a jamais été chercher ici en Belgique des étudiants à l'université pour venir gouverner la Belgique et s'assurer de l'administration. Nous, on est venu nous prendre dans ces conditions-là. On nous a demandé, voilà, votre pays est traverse une situation difficile, il faut quand même essayer de faire fonctionner l'administration et vous allez vous y mettre. Un point, c'est tout. Et voilà ce que nous avons essayé de faire. Tant bien que mal. Oui, je comprends naturellement très bien que vous êtes rentré dans un service gouvernemental sans aucune expérience antérieure, en effet, pris de l'université, mais vous formiez une équipe avec les commissaires généraux. Quel était le but de cette équipe? C'est assurer, faire fonctionner l'administration, en attendant que les hommes politiques se mettent d'accord. Donc c'était une sorte de transition. Et selon vous, les commissaires ne prenaient pas une position ni pour l'un camp ni pour un autre, parce qu'il faut se le dire, à ce moment-là où les commissaires sont entrés en action, il y avait deux camps. Il y avait le camp du président et il y avait le camp du Premier ministre. Donc, selon vous, vous étiez neutre dans cette opération. Nous, on nous avait demandé de faire en sorte que l'administration continue à fonctionner, en attendant que les politiciens se réconcilient. Donc nous n'avions pas à prendre position, ni pour l'un, ni pour les autres, ni pour quelqu'un. Ce que nous attendions, au contraire, nous souhaitions, c'est qu'ils se mettent d'accord. Est-ce que ce n'est que ça que vous avez fait comme collège des commissaires généraux? Bon, si vous voulez être un peu plus précis, ça m'aiderait peut-être. Il y avait quand même des discussions au sein du collège des commissaires généraux quant à que faire de M. Lumumba. Écoutez, très franchement, si ces discussions ont eu lieu, mais je ne me souviens pas du tout qu'ils aient jamais eu lieu en ma présence. Bon, j'étais le vice-président. J'étais naturellement ministre des Finances. Il est possible qu'il étudie ce genre de réunions, mais je n'ai pas connaissance de ça. Parce qu'il y avait quand même certains de vos collègues qui craignaient le retour au pouvoir de M. Lumumba. Je ne sais pas. Je n'étais pas bien placé pour juger si oui ou non c'était le moment pour prendre des positions en faveur de qui, de tel ou de tel autre. Pour moi, c'était le gouvernement que nous avons reçu, c'était le gouvernement que nous avons reçu. Les problèmes qui se passaient entre les hommes politiques ne concernaient pas du tout. Ben oui, mais enfin, faut quand même se le dire. Il y avait un gouvernement dont le Premier ministre avait été démis de ses fonctions. Alors à un certain moment, on trouve le truc, on dit, on va lancer un collège des commissaires généraux. Quel était le fondement légal de ce collège? Écoutez. Il n'y avait pas grand-chose comme fondement légal pour un collège des commissaires généraux. Donc, il me paraît assez logique que certains commissaires généraux se disent, bon, on a quand même collaboré avec les autres, dont certains commissaires généraux qui avant étaient près de M. Lumumba, donc qui auraient pu dire, bon, quand M. Lumumba va revenir au pouvoir, quel va être notre sort? Ça aurait quand même,
je m'imagine que ça aurait pu être une idée qui aurait passé par la tête de quelques-uns de ces commissaires généraux. Possible, mais je crois que beaucoup de mes collègues qui n'avaient pas encore terminé leurs études étaient très pressés de retourner aux études. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de crainte au niveau des commissaires généraux? Nous avons des telex dont il apparaît très clairement que les commissaires généraux craignaient pour leur vie. Oui, ça c'est tout à fait autre chose. Mais nous ne craignons pas notre vie. Pour notre vie, parce que nous étions contre tel ou contre tel autre. Nous craignons pour notre vie en général. C'est qu'il nous arrivait à ne pas dormir de nuit entière, à rester en groupe, pour ne pas être pris au dépourvu. Et nous avions peur, et nous avons eu... Peur de quoi? D'être assassinés, par exemple. C'était le cas, mon cas. Par qui? Par qui? Par la jeunesse. Il y avait plusieurs jeunesses. Il y avait des jeunesses mumbistes, il y avait des jeunesses moulénistes, il y avait des jeunesses Abaco, il y avait des jeunesses Balouba, et ainsi de suite, du Kassai. Donc vous étiez mis tout le monde à dos. Enfin, si vous dites toutes ces jeunesses, ils étaient contre nous, non. Non, toutes ces jeunesses n'étaient pas contre nous. Mais dans un cadre où il y a tellement de désordre, de pagaille, ce qu'on appelait alors la congolisation au sens péjoratif du terme, c'était un désordre total. Alors, qui était avec nous, qui n'était pas avec nous? Il y avait un certain nombre de jeunes qui s'occupaient de notre protection. Il y avait d'autres groupes qui voulaient nous liquider. C'était le cas. Pourquoi voulaient-ils nous liquider? Ça, je n'ai jamais su comprendre. Mais ça, c'est un fait. Une hypothèse, ça pourrait être, très hypothétiquement, que ceux qui étaient pour le Premier ministre estimaient que vous étiez des usurpateurs et qu'il fallait vous éliminer. C'est bien possible, oui. C'est bien possible. Dans cette hypothèse, vous demandez des armes pour pouvoir vous défendre vous-même, ce qui me paraît une réaction logique. Mais une seconde réaction logique, ça serait de dire, bon, la menace doit disparaître. Oui. Non, écoutez, ça nous est jamais venu à l'idée. Et je dois vous dire une chose, c'est que nous avons essayé de nous protéger. C'est un trop grand mot, parce que nous n'étions pas capables de nous protéger. D'éviter de fréquenter certains milieux, de rester à l'abri, autant que possible, de rester ensemble. Mais chercher à éliminer les gens, ça, franchement... Non, enfin, je ne dis pas éliminer, mais éliminer politiquement. Mais oui, politiquement, je veux dire. Ça... Il y a quand même eu des discussions au sein du Collège des commissaires généraux quant au transfert de M. Lumumba vers des lieux plus sûrs. Eh bien, je dois dire que je n'ai jamais participé à ce genre de discussion. Si, d'abord, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le problème de Lumumba ne s'est aggravé apparemment que à partir du mois de décembre, janvier, d'après ce que je sais. Et pendant ce temps, je me trouvais comme par hasard ici dans votre pays. Alors je ne sais pas qui a traité quoi et avec qui ils ont discuté. Qui a discuté quoi. Vous étiez dans quelle période? Vous étiez en Belgique? Eh bien, de décembre à fin janvier, début février. Fin décembre? Non, début décembre. Début décembre? Pour raison de santé, oui. Raison de santé. Est-ce que vous étiez au courant de certaines initiatives
des Belges, enfin d'agents belges présents pour parler plutôt une réponse plus générale. Quelle était votre impression, donc, après l'indépendance de certains collaborateurs belges? Est-ce qu'ils collaboraient d'une façon correcte ou est-ce que, par contre, ils ne collaboraient pas d'une façon correcte? Écoutez, je crois que j'ai suffisamment fait de déclarations publiques dans ma vie et je continue à en faire. Personnellement, je ne sais pas quel a été le concours dont mes autres collègues ont bénéficié. Mais moi, vous posez la question à un type qui est mal placé, étant donné que moi, personnellement, je me considère comme un privilégié. J'ai reçu toutes les assistances dont j'ai eu besoin. Et en tant que commissaire général, j'ai eu des professeurs comme Hugues Leclerc et d'autres qui ont travaillé avec moi. Et quand je suis devenu gouverneur, toute la Banque nationale de Belgique était derrière moi. Alors, donc, moi, vous posez la question à quelqu'un qui est peut-être un privilégié, mais voilà ce que je peux vous dire. Moi, personnellement, je n'ai pas eu, sur ce plan-là, à me plaindre du concours des Belges. Donc, vous, personnellement, disons dans le département finance, puis Banque nationale, il y avait un concours correct des Belges. Est-ce que vous avez entendu parler d'autres conseillers belges qui étaient sur place, qui peut-être ne faisaient pas le même travail exemplaire que vos collaborateurs? Franchement, je ne saurais pas répondre à leur place. Est-ce que vous avez entendu parler de tentatives belges pour éliminer M. Lumumba, soit dans chaque possibilité du mot éliminé, politiquement ou autre? Eh bien, j'en ai entendu parler, mais c'est depuis que je suis revenu en Belgique, depuis 3 ans que j'en entends parler. C'est vous qui m'avez appris que vous étiez prêt à liquider Lumumba. Mais donc, au moment où vous étiez... Tant que j'étais commissaire général, aucun Belge ne m'a parlé de ça. Mais je viens d'apprendre ici, depuis que je suis ici, qu'il y avait ce genre de rumeurs, de bruits, de conversations. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Et moi, je n'en ai jamais entendu parler. Quelle était votre, avant ça. Quelle était votre relation avec M. Lumumba? Écoutez, je connaissais Lumumba avant l'indépendance. Il était président provincial de l'APIC, l'Association du personnel indigène du Congo. Et mon cousin Germain était le président général, Arthur Pinzi. J'étais alors étudiant à l'université de Lovanium, quand j'ai vu pour la première fois M. Lumumba. Ils sont venus me voir à Lovanium. Comme étudiant, encore une fois, ce sont des choses qui ne se voient que dans mon pays. Parce que chez vous, on n'est jamais allé trouver un étudiant pour être un conseiller des hommes qui sont dans les affaires. Et moi, on est venu me trouver à Lovanium pour être le conseiller. Tenez-vous bien, ça va vous faire rire, mais économique et financier de ces messieurs. Donc, si je connaissais M. Lumumba, oui, je le connaissais. Je l'ai tellement bien connu que je vous dirai une chose. M. Lumumba a vécu pendant un certain temps dans ma famille. Puisque je viens de vous dire que le président général, M. Pinzi Arthur, de la PIC, était mon cousin Germain. Donc, nous avons vécu pendant longtemps ensemble. Et quand M. Lumumba est venu ici, que j'étais à Louvain, pour le collège, pour l'indépendance, c'est à moi qu'il s'est adressé. Il m'a posé la question de savoir, de lui trouver quelqu'un qui pourrait être son secrétaire. J'ai demandé à un de mes collègues, M. Lolik Evaris, je lui dis, voilà, et je lui présentais à Lumumba. Voilà que
quelles étaient mes relations. Ça, c'était au début, mais... Au début. Et quand il est devenu Premier ministre? Quand il est devenu Premier ministre, eh bien, il était Premier ministre, moi j'étais directeur de cabinet du chef de cabinet, directeur de cabinet du ministre des Finances. Donc vous étiez directeur du cabinet du ministre des Finances. Votre acceptation de faire partie du collège des commissaires généraux, selon vous, ça n'apportait pas une appréciation sur le gouvernement de M. Lumumba? Non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'on me demandait de faire un service, de rendre service à mon pays. Mais il ne faut pas. Nous devons savoir une chose, c'est que j'ai toujours considéré, et je considère toujours, jusqu'à aujourd'hui, que j'ai un impôt à payer vis-à-vis de mon pays. Parce que si j'ai fait mes études, et si je suis ce que je suis, c'est grâce au sacrifice que mes compatriotes ont consenti pour moi. Donc, mon devoir à moi était, à mon tour, d'essayer de rendre service là où je pouvais l'être. Oui, mais enfin, quelle était votre appréciation du gouvernement Lumumba? Est-ce qu'il marchait bien? Est-ce qu'il marchait mal? Et surtout du Premier ministre, le fonctionnement du Premier ministre. Est-ce que vous trouviez qu'il faisait un bon boulot? Est-ce que vous trouviez qu'il faisait un mauvais boulot? Mais M. Lumumba, c'est que vous oubliez qu'en fait, M. Lumumba n'a pas... Le gouvernement de M. Lumumba n'a pas été au pouvoir pendant longtemps. Alors, comment vous voulez que vraiment on puisse se faire une idée générale de ce que quelqu'un peut faire ou ne peut pas faire exactement? Oui, enfin, un gouvernement est... Chaque jour, on a son opinion du gouvernement. Les jours où ce gouvernement était en place, est-ce que vous étiez en faveur de ce gouvernement? Est-ce que vous trouviez qu'il faisait un bon boulot ou vous étiez en défaveur de ce gouvernement? Mais je ne sais pas si j'avais eu peut-être une meilleure expérience. Peut-être j'aurais pu avoir un jugement immédiat sur le fonctionnement du gouvernement. Mais personnellement, je ne savais même pas faire ce qu'on me demandait de faire. Mais enfin, ce n'est pas à l'université qu'on m'a appris à conseiller le ministre des Finances, à organiser le ministère des Finances. Vous ne me l'avez jamais appris à l'université. Alors, du jour au lendemain, vous me dites faites ça. Ensuite, non seulement je ne suis pas capable de faire ce que vous me demandez de faire, parce que je dois encore l'apprendre. C'est comme ça que je dirais aux agents que j'ai trouvés là-bas, le petit Albert a grandi sans doute, mais il a encore besoin de vous, vous devez lui apprendre à travailler. Et c'est pour ça que j'ai pris un certain nombre de mes professeurs qui ont bien voulu accepter de m'appuyer, de venir avec moi. Et ça c'est le côté technique. Oui. Moi, je veux parler du côté politique. Mais alors, comment vous avez quand même joué un rôle politique. Oui, jouer un rôle politique. Mais qu'est-ce que vous appelez jouer un rôle politique? Vous voulez dire, j'ai quand même été commissaire général, c'est ce que vous voulez dire? Non seulement ça. Je porte un titre. Non seulement ça, mais enfin, destituer un Premier ministre, mettre en place un collège des commissaires généraux, ça ne tombe pas du ciel, c'est quelque chose qui se prépare. Et vous me direz, bon, j'avais pas encore le grand apprentissage politique, on m'a pris à l'université, mais même dans les clubs étudiants à l'université, il y a un président du club étudiant, il y a aussi là, le président se fait mettre de côté. Ce sont des choses qui se font. Bon, alors la question est-ce que vous étiez pour M. Lumumba ou vous estimez plutôt qu'il faisait un boulot qui était mauvais pour le pays? Eh bien, moi, et là, je voudrais quand même vous souvenir, vous êtes sous serment, et oui, qu'on a quand même certains documents dans lesquels il apparaît dans quelle tendance vous étiez à ce moment-là.
Oui, écoutez, alors peut-être vous pourriez me rappeler ces tendances, peut-être ça irait beaucoup mieux. Mais, mais je ne veux pas vous poser des questions suggestives, mais donc j'aimerais que ça vienne de vous, mais si vous me le demandez vraiment, Oui, je vous en prie. vous n'étiez pas quand même le plus fervent supporter de M. Lumumba. Vous appartenez quand même à une autre tendance. Non. À quelle tendance faites-vous allusion? Dites-le moi. Dites-le moi, je vous dirai si c'est oui ou c'est non. Mais pourquoi est-ce que, oui? Pourquoi est-ce que vous étiez contre M. Lumumba à ce moment-là? Mais qui était contre M. Lumumba? Si vous estimez qu'un Premier ministre va être destitué comme ça, on est destitué quand on a des gens qui sont contre vous, qui agissent contre vous. Oui, mais qui l'a destitué? M. Kasavubu. Bon, alors, qu'est-ce que les commissaires généraux ont à voir dans cette affaire? Quand M. Kasavubu destitue M. Lumumba, qu'est-ce que le commissaire... Et on veut demander aux commissaires généraux. Voulez-vous insinuer par là que, excusez-moi, voulez-vous insinuer par là que les commissaires généraux auraient dû refuser, dire que nous n'acceptons pas, les étudiants auraient dû refuser, que nous n'acceptons pas de jouer ce rôle de commissaires généraux? Si c'est ça, c'est bien possible, encore une fois. Ça, alors c'était peut-être un manque d'expérience, n'importe quoi, mais je ne sais pas. Il y avait quand même un autre gouvernement, il y avait le gouvernement Iléo. Le gouvernement Iléo. Mais le gouvernement Iléo, il est venu au pouvoir après le commissaire général. Mais ça se passe normalement quand même de la façon suivante. Il y a, selon la constitution congolaise, il y a le président qui invite un premier à former un gouvernement. Oui. Donc à un certain moment, il y a eu M. Lumumba qui a été destitué, oui, avec tout ce que ça a entraîné, que M. Lumumba a alors essayé de destituer le président, etc., etc. Enfin, j'en passe. Mais à un certain moment, il y a quand même M. Iléo qui a été demandé à former un gouvernement. Oui, il ne l'a pas formé. Que je sache en tout cas. Il n'a pas formé ce gouvernement-là. Et donc, vous trouviez ça normal qu'il y avait alors un collège des commissaires généraux, quelque chose qui n'était pas du tout dans la Constitution, qui faisait les affaires. Je n'ai pas bien compris, excusez-moi. Donc, le collège des commissaires généraux, c'était quelque chose qui n'était pas prévu dans la Constitution. Tout à fait d'accord. C'est un cas de force majeure, j'imagine. Mais il y a quand même d'abord eu la tentative de mettre sur place le gouvernement Iléo. Oui, il y a eu cette tentative, mais ça n'a pas réussi. J'imagine que c'est pour ça qu'on s'est retourné vers les étudiants. Mais entre-temps, M. Iléo était quand même formellement le Premier ministre. Ben, il était formellement. S'il était formellement, pourquoi alors M. Kasavubu a-t-il investi les commissaires généraux? Et dans ces commissaires généraux, quelle était la tendance? Est-ce qu'on estimait que il fallait quand même avoir un but? Est-ce que votre but c'était de remettre en place M. Lumumba? Est-ce que votre but était de remettre en place le gouvernement Iléo? Quel est l'état? Vous n'allez quand même pas me dire que ces commissaires généraux étaient là seulement comme des technocrates qui ne voyaient rien de ce qui se passait à côté d'eux, qui s'occupaient seulement de leur département. Ça c'est un peu la chose que vous essayez de nous dépeindre, que vous ne faisiez pas de politique et c'était seulement une gestion technique des départements à ce moment-là. Non. Je vous ai dit qu'on avait demandé aux commissaires généraux de s'occuper de l'administration en attendant que les hommes politiques se réconcilient et qu'on ait un gouvernement en ordre. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs quelques mois après.
est-ce que vous avez eu des rapports avec le professeur Benoît Verhaeghe? Oui, j'ai connu M. Benoît Verhaeghe depuis l'université. Depuis l'université. Oui. Est-ce que vous aviez des contacts fréquents avec lui? Je l'ai souvent vu. Oui. Je l'ai souvent vu. Comme tous mes professeurs. Moi, j'ai gardé de très bons contacts avec tous mes professeurs. Est-ce que vous étiez au courant du fait que la Belgique donnait de l'argent à certains politiciens congolais dans ce temps-là? Donner de l'argent? Pourquoi faire? Mais si vous soulevez ça, ça veut dire que c'est pour une raison d'autre. C'est pour une raison déterminée. Parce que donner de l'argent à un ami, à une connaissance, quelconque, vous nous soulevez par la question. Si vous soulevez la question, c'est qu'il y a une raison. Alors, pour quelle raison donnait-il cet argent? Une raison pourrait être, je sais que vous n'occupiez pas de politique et que vous faisiez seulement votre département, mais une raison pourrait être, c'est d'acheter de l'influence. Ça, très franchement... Ça vous étonnerait que ça serait passé? Non, ça ne m'étonnerait pas du tout que ça se passe. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais été au courant de ça. Personne ne m'a jamais dit qu'il avait reçu de l'argent pour qu'on achète son influence. Et personne ne m'a dit qu'il donnait de l'argent à telle ou telle personne pour acheter son influence. À cette époque-là, je veux dire. Je n'ai pas constaté ça. Personne ne m'en a parlé. Et vous, personnellement, vous n'avez jamais été approché par des Belges pour vous demander de prendre telle ou telle décision? En tout cas, je crois que les Belges qui me connaissaient me considéraient avec, tout en étant gamin, me considéraient avec beaucoup plus d'estime que d'essayer de me manipuler. Je n'ai pas dit... dans la séquence des questions, c'était peut-être peu délicat de le faire, mais la question était, est-ce que vous avez été approché par quiconque pour influencer certaines décisions? Je n'ai pas dit qu'il y avait un côté financier, mais est-ce qu'on vous a à un certain moment approché pour prendre telle ou telle décision? Non, enfin, je ne me souviens pas du tout. Mais je ne sais pas, quand vous travaillez avec beaucoup de gens, comment est-ce que vous pouvez savoir si telle ou telle personne demande quelque chose de spécial ou telle autre chose? Mais à moi, personnellement, je ne me souviens pas du tout. C'est certain que vous avez été approché dans votre carrière par des dizaines de personnes qui vous ont demandé de faire ceci ou cela. Mais naturellement, ce qui nous implique ici, c'est concernant les premiers mois de l'existence, donc après l'indépendance, et surtout en ce qui concerne la discussion au sein des dirigeants congolais, et plus spécifiquement en ce qui concerne le sort qui a été réservé à M. Lumumba. Est-ce que dans ce sens, vous avez été approché par soit des amis congolais, soit des amis belges, soit d'autres partis? Eh bien, je m'excuse beaucoup, mais personnellement, je n'ai jamais été approché à ce sujet. Collègue Willem. Oui, Monsieur le Président. Je dois vous dire que je suis quelque peu déconcerté par le style des réponses. Je voudrais ajouter quelques questions.
La situation au Congo était chaotique, vous l'avez confirmé, mais j'aimerais savoir quel était votre travail concret au ministère des Finances. Que faisiez-vous très concrètement? Étiez-vous impliqué dans les paiements à l'armée? 2. Je viens de dire que j'étais déconcerté par vos réponses et je voudrais vous poser quelques questions. Que pensez-vous de l'intérêt de cette enquête quant à l'assassinat de Lumumba? Pouvons-nous connaître la vérité? Saurons-nous la connaître un jour? Et à votre avis, que la vérité se fasse jour, est-ce encore important aujourd'hui? 2. Pour le processus de démocratisation qui est toujours en cours et également pour la conciliation, vous avez utilisé vous-même le terme. Puis, à la question de savoir, ou en réponse à une question du président, vous avez dit que vous n'avez été impliqué dans aucune action à l'encontre de Lumumba. Je prends acte de votre réponse, mais il est impossible qu'une personne occupant vos fonctions n'ait jamais entendu parler de cela. Donc, j'aimerais savoir ce que l'on a raconté dans votre entourage sur l'assassinat. Moi, je suis certain, ou il m'est impossible de croire que vous n'ayez eu aucun renseignement. Bon, je commençais en ce qui concerne la mort de Lumumba. Nous venons d'en parler tout à l'heure. Je ne peux que vous confirmer que personnellement, je n'ai jamais été approché, ni dans mon pays, ni à l'extérieur. Pas vous, mais les autres. Vous n'avez pas entendu qu'on approchait les autres, les gens de votre entourage. Mais maintenant, je l'ai entendu puisque vous l'avez écrit. Non, pas vous, mais parce que vous, les Belges, vous l'avez écrit. Et que j'ai lu ces livres. J'ai lu vos journaux. Et que vous dites qu'il y a eu ce genre de contact et d'influence. Maintenant, je le sais. Ma question est ce que vous avez entendu vous-même dans cette période. À cette période-là, je vous dis que ce non. Je n'ai entendu rien du tout. Écoute, vous pensez très bien que si j'avais entendu quelque chose, je vous le dirais. D'autant plus que je viens de vous dire que personnellement, j'ai échappé à plusieurs reprises. Nous parlons du tentative d'assassinat du même ligne. Mais ça, c'était un cas. Mais j'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Mais je n'ai pas parlé de tout ça. Donc, ce n'est pas ça. Donc, en ce qui concerne le cas de Lumumba, personne ne m'a jamais parlé de ça. J'ai dit, ni à l'intérieur, j'ai dit, j'ai passé ici de décembre à fin janvier, ici en Belgique, j'étais à l'hôtel Atlanta pour raison de santé. Eh bien, personne ne m'a jamais parlé de ça. Et pourtant, j'avais pas mal d'amis belges, pas mal de collègues avec lesquels j'étais à l'université, et pas mal de professeurs. Pourquoi n'ont-ils pas voulu m'en parler? Peut-être qu'ils se méfiaient de moi. Ou peut-être voulaient-ils me protéger. Ils disaient, Albert est trop jeune, il ne faut pas lui en parler. Mais alors, à ceux à qui il parlait n'étaient pas plus vieux que moi. Mais enfin, moi, je n'en ai jamais entendu parler. La question du collègue rejoint celle que j'ai essayé de vous poser, mais disons que pour nous, c'est incompréhensible que vous qui faisiez partie du petit groupe de décideurs au Congo à ce moment-là, que vous n'avez jamais entendu parler, vous n'avez jamais discuté. C'était le point chaud de la politique au Congo à ce moment-là, le grand combat des chefs. Vous, qui faisiez partie du petit groupe de décideurs, on ne vous en a jamais parlé, vous n'avez jamais émis d'un avis, vous n'avez rien fait, tout ça s'est passé à côté de vous,
bien qu'on a essayé de vous assassiner, qu'on vous mettez dans un certain camp, qu'on vous dit que vous avez quand même agi dans certaines directions, ce qui donne la logique éventuellement d'être agressé par les jeunesses lumumbistes, ce qui rentre dans cette logique. Mais maintenant, vous venez nous dire, moi j'étais là, mais je m'occupais seulement des finances, que des finances, rien d'autre, et personne ne m'a jamais parlé de quoi que ce soit qui ressemblerait un peu à la politique ou qui ressemblerait un peu à l'éviction de M. Lumumba, à son transfert enlevé après mon diplôme de l'université. Il ne faut jamais essayer de plaider contre le dossier. Oui. Vous êtes en train de faire depuis une heure. Oui. Vous savez, c'est un peu de la nature humaine. Hein. De plaider contre le dossier? Non. D'une façon générale, quand on raconte une blague, n'importe quoi, tout le monde vous prend tout de suite au sérieux. Mais quand vous dites quelque chose de valable, c'est très difficile de se faire prendre au sérieux. Non, enfin, valable. Vous étiez au cœur des décisions politiques à ce moment-là. Et vous n'étiez pas au courant. Mais, je vous dis, je n'étais pas au courant que l'on cherchait ou qu'il y avait de ces genres de combines autour de moi qui voulaient liquider Lumumba. Vous savez, la liquidation politique dont vous avez parlé dans vos journaux et dont tous les journaux, y compris les Américains, ont parlé, eh bien, même ça, cette liquidation politique, moi, j'ai appris tout ça après. Or, je vais vous dire une chose, j'ai eu l'occasion d'aller souvent aux États-Unis depuis cette époque-là. J'y ai même vécu pendant 16 ans. Mais j'avais des amis américains. Mais je me pose la question. Parce que maintenant, je vais vous dire une chose. Quand on a failli m'assassiner, je vous ai dit qu'il y a un Américain et un Belge qui sont venus me sauver. Et j'étais prévenu une semaine auparavant que j'allais être l'objet d'une tentative d'assassinat. Et vous savez par qui? Pas par un Congolais. Par un Américain. Et comment ça s'est passé? Il m'a envoyé M. Holden Roberto, qui était chez moi. C'est un nom qui vous dit quelque chose. Eh bien, il est venu me chercher chez moi la nuit. Il m'a dit que quelqu'un voulait me voir. J'ai dit oui, c'est très bien. Ah, c'est un ami à moi, me dit-il. Nous sommes allés ensemble dans sa voiture jusqu'à chez ce monsieur. On m'a fait entrer dans une salle. Il y avait de la lumière de mon côté, et du côté où se trouvait l'interlocuteur, il n'y avait pas de lumière. Il m'a dit une chose, voyez-vous, monsieur Ndele, il faut cesser, il m'a donné conseil, votre vie est en danger, la seule chose qui nous embête, c'est que nous ne savons pas du tout quand cela va avoir lieu, et où ça va avoir lieu. Mais la décision a été prise contre vous. Moi, je dis bon. Et maintenant, n'allez pas dans votre bureau. Et je vous ai dit, je lui ai dit que c'était dommage. Compte tenu de mes responsabilités, je vais aller à mon bureau. Et cela m'est arrivé. Et vous savez, je n'ai jamais su qui étaient ces messieurs. Jusque quelque temps après que je vais faire la connaissance, finalement, qu'on va me révéler que l'homme qui m'a sauvé la vie, en fait, avait été envoyé par eux
quand ils avaient appris que j'allais faire cette conférence. Et qu'ils avaient appris cette tentative d'assassinat dont j'allais être l'objet qu'à la dernière minute. Voyez-vous, même à moi-même, on m'a prévenu, mais je n'ai jamais su qui me prévenait. Mais je l'ai su quelque temps après. Alors, je me rappelle très bien. La raison de prévenir, etc. Mais le fait que vous avez fait l'objet d'une tentative, ça a quand même une raison. C'était pas parce que vous n'occupiez que des finances et que vous n'occupiez pas de politique. Ça me paraît illogique. Le groupe de Binza, qu'est-ce que ça vous dit? Oh, le groupe de Binza. Mais ça, c'est comme je vous dirais. Si vous me disiez où vous habitez, je vous dirais, que dit votre groupe là-bas? Enfin, le groupe de Binza n'était autre chose. D'ailleurs, le groupe de Binza date après. Le groupe de Binza n'était autre chose qu'un groupe de gens qui habitaient dans un quartier déterminé qui s'appelle Binza, que vous connaissez bien. oui. Et qui avait des fonctions. Et cela, on appelait le groupe de Binza. Mais ce n'est pas quelque chose d'autre. Et vous parliez de matchs de football, vous jouez aux cartes et vous ne faisiez pas de politique. Mais nous parlions de problèmes qui concernaient l'organisation administrative du pays. L'organisation du pays. Aussi bizarre que cela puisse vous paraître, c'est comme ça. Et quelle était la position du groupe de Binza envers M. Lumumba? Quelle était l'attitude générale? Qu'est-ce qu'on trouvait? Est-ce qu'il faisait un bon métier de Premier ministre ou est-ce qu'on était contre le Premier ministre? Est-ce que le Premier ministre avait été démis par le groupe de Binza ou il avait été démis par M. Kasavubu? Savez-vous comment est-ce que moi j'ai appris la démission de M. Kasavubu? M. Lumumba. De M. Lumumba, c'était la nuit. Je me trouvais chez moi. Chez moi. Dans une famille, quand un ami est venu me dire « Ah, il faut rentrer vite chez vous parce que ça va barder ici. » J'ai dit « Qu'est-ce qui va barder ?»« Ah, Kasavubu vient de révoquer Lumumba. Et Lumumba vient de révoquer Kasavubu. » Voilà ce que j'ai appris comme première nouvelle. Et qui faisait partie du groupe de Binza? Oh là là, ça, bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que les gens appellent communément groupe de Binza, il y avait M. Mobutu lui-même, M. Ndaka, M. Bomboko, M. Kandolo, enfin, il y avait une foule d'autres. Mais les principaux, c'était ça. Et C'était quand même des gens influents. oh oui, ça c'était influent, je ne sais pas. Mais enfin, c'était des gens qui, à tort ou à raison, dont on parlait. Et donc, selon vous, dans le groupe de Binza, il n'a jamais été question de la destitution de M. Lumumba comme Premier ministre? Non, jamais. Jamais, je vous dis que je viens d'apprendre, j'ai appris la destitution de M. Lumumba alors que je me trouvais à la cité. La nuit, on est venu me chercher pour me dire, voilà, il faut rentrer parce que ça va barder ici. Collega Lanes misschien een keer proberen. Peut-être que les femmes auront plus de succès pour... Oui, je voudrais quand même vous dire que nous disposons d'un certain nombre de documents où votre nom apparaît à plusieurs reprises. Cela peut peut-être vous aider à vous rafraîchir la mémoire. Je crois que M. Jean Brook n'était pas un inconnu pour vous. Monsieur Jean Bruck, vous connaissez ce nom? Pouvez-vous situer cet homme? Jean Bruck, effectivement. Si, il est important de savoir si vous connaissez cet homme.
Je vous aiderai en citant une partie d'une lettre de Jean Bruck, qui était l'homme de l'ACV à Léopoldville. Il écrit à son président le 27 juillet 1960. Je ne vais pas vous donner lecture de toute la lettre, mais il renvoie à un groupe d'amis qui se situent tant dans le gouvernement qu'en dehors du gouvernement. D'unir leurs efforts pour préparer le renversement et la liquidation de ce gouvernement et pour susciter dans la masse un puissant courant d'opinion dans ce sens. Les premiers contacts pris sont très encourageants. Les jeunes éléments de plusieurs partis, en dan somt hij op le PUNA, le MNC, Kalonji, l'Abaco et PDC, RDLK sont d'accord. Les contacts sont pris avec les jeunes du PSA et des partis du Katanga. Les meneurs de ce groupe sont essentiellement des étudiants de Louvain et de Lovanium et des syndicalistes chrétiens, entre parenthèses, Tona, Lio, Ndele, Mbeka, etc. Écoutez, franchement, excusez-moi, mais c'est de la fabulation. Ça, C'est de je quoi? regrette. C'est de quoi? C'est de la fabulation. Ça, je regrette très fort. Je n'ai jamais été meneur de quoi que ce soit. mais ni de loin ni de près à une histoire du gouvernement. Ça, vous voyez, messieurs, où est-ce que ça mène exactement? Et je vais vous dire une chose. Ça mène exactement, mais on vient de vous lire des telex qui ont été envoyés, des rapports, et ce n'est pas le seul rapport qui a été envoyé, il y a plusieurs rapports qui ont été envoyés du Congo en Belgique, dans lequel votre nom est cité comme étant un des gens avec lesquels on avait des contacts pour... Et alors, vous venez ici et vous dites c'est des fabulations. Oui, absolument. Non, je regrette, personnellement, mais je ne me rappelle pas, je ne connais pas un seul de vos compatriotes avec lequel j'ai parlé de la mort de Lumumba ou de la liquidation du gouvernement. Je ne me rappelle pas de ça. Non seulement je ne me rappelle pas, ce n'est vraiment pas du tout de mon genre. Ce n'est pas de ma nature. Collega Laans. Nu, zoals de voorzitter stelt, is dat uiteraard niet het enige document waarin uw naam geciteerd wordt. Een andere telex van d'Avignon aan Brussel dateert van 31 augustus 60. En daarin wordt in detail gesproken over action légale. En dat verwijst naar de manier om de regering, we zullen het in algemene termen stellen, het leven... Dont il faut compliquer la vie du gouvernement. Sénat, au cours de laquelle le gouvernement serait solennellement désavoué par membres présents. Démission dizaines ministres. Et puis, révocation, Premier ministre et reste équipe. Action pour provoquer démission ministre, être sérieusement engagé par Verhagen et Ndele. Ce nom vous dit quelque chose, Ndele? Ce n'est qu'un deuxième exemple, il y en a plusieurs. Oui, j'imagine que vous devez en avoir beaucoup. Non, je suis vraiment navré, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais vous dire une chose, et je vais vous raconter une histoire que vous pouvez contrôler. Vous vous souvenez de l'exécution de la Pentecôte, les dirigeants politiques qui ont été pendus à la Pentecôte, à Kinshasa, à l'époque de Mobutu. Quand on est venu les chercher, j'avais arrêté, j'avais appris ça, j'étais chez moi, et j'y suis allé.
juste chez M. Mobutu, et j'ai trouvé là-bas le général Bobozo, et un de nos compatriotes qui était là, qui dit, en ma présence, il n'a pas dit derrière, celui-là ne l'a pas écrit, mais il l'a dit en ma présence. Il dit, mais ces gens-là, mais c'est Ndele qui leur a donné l'argent pour faire le coup contre vous, dit-il. Et le général Bobozo et M. Mobutu, eux, lui-même, sont entrés en colère. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Mais tu sais très bien que ce que tu dis est faux. Et si nous ne connaissions pas Albert, nous allions croire que ce que tu dis est vrai. C'est un exemple. Ce qui prouve la totale confiance de M. Mobutu en votre personne. Non, pas du tout. Non. Non. Bon. Ce qui prouve une chose, c'est qu'il y a des gens qui pensent peut-être que c'est bien d'utiliser les noms de certaines personnes pour confirmer leurs propres pensées. Mais ça, c'est dommage. C'est dommage. Collega Willems en dan collega Scott. Oui. Votre réponse à cette dernière question me ramène à la première question que je vous ai posée. Donc, on vous accuse d'avoir payé de l'argent à certaines personnes et que ce n'est pas correct. Ma première question était ce que vous faisiez aux finances. Quels étaient les paiements que vous effectuiez? Je répète ma question et je la précise. Étiez-vous responsable du paiement des troupes? Dans l'affirmative, avec quels moyens financiers? Car au moment où vous en étiez responsable, une grande partie des finances n'était plus disponible en raison des problèmes avec le Katanga. Quels sont les paiements que vous avez réalisés? J'imagine qu'en Belgique, le ministre des Finances est responsable des paiements des militaires ici, non? Où les militaires belges trouvent-ils l'argent? Reçoivent-ils l'argent? Ce n'est pas du ministère des Finances belge? Alors, pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement du Congo? Parce qu'à ce moment-là, au Congo, il n'y avait pas d'argent. Pardon? Il n'y avait pas d'argent à ce moment-là. Eh oui, il n'y avait pas d'argent. S'il n'y avait pas d'argent, ce n'est pas nous qui les payons. Vous savez très bien qui les payait. Mais quand vous vous êtes occupé de M. Mobutu, c'est très bien. Mais vous devez savoir. Mais vous parlez des 40 ans du Congo. Mais l'histoire des 40 ans du Congo, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Quand vous vous êtes occupé de M. Mobutu, dites-moi, est-ce qu'il y avait un Congolais qui vous a demandé de vous occuper de M. Mobutu et de son armée? Vous avez envoyé aussi des militaires, des officiers pour nous aider. D'une période très précise, vous aviez les fonctions des finances. Comment est-ce que vous avez payé à ce moment-là les militaires? Les militaires n'étaient pas payés. Ils étaient payés avec ce que les finances avaient. Mais non, il y a eu un ordre pour un transfert de 500 millions de francs, pour l'octroi d'un prêt de 500 millions de francs. 500 millions? Oui. Venant de qui? Venant de la Banque du Congo. Il y avait une certaine somme qui pouvait être empruntée par le Congo. Et donc, il y a eu des négociations à ce sujet pour obtenir les 500 millions pour pouvoir payer les fonctionnaires, pour pouvoir payer l'armée. Vous étiez en fonction aux finances à ce moment-là. Oui. Donc,
C'est une question très technique. Là, vous devez être au courant. De quelle époque à quelle époque? Dans le courant du mois de juillet. Juillet, août. Juillet, août. Oui. Ils ont été payés par les services. Payés. Mais quelle était la contrepartie pour libérer ces 500 millions de francs? Ça, je ne saurais pas vous répondre comme ça, parce que je n'étais pas au service, j'étais au cabinet, moi je n'étais pas dans le service. Normalement, on est au courant. Collega Schalk. Oui, je voudrais revenir sur un élément. Vous dites vous-même que finalement, vous avez rencontré régulièrement M. Verhagen notamment. Je suppose que d'autres professeurs d'université avaient également des contacts avec vous. Parliez-vous de la politique avec M. Verhagen, par exemple, car tout à l'heure, vous avez fait comprendre que certaines personnes auraient avancé des idées à votre égard qui n'étaient pas les vôtres, M. Bruck et d'autres, mais ces personnes doivent quand même avoir cette idée de vous d'une manière ou d'une autre. Ils doivent quand même avoir des discussions politiques avec vous. Ou ici aussi, vos entretiens étaient-ils uniquement techniques? De quoi avez-vous parlé avec M. Verhagen? Uniquement des finances ou avez-vous également évoqué la politique? Monsieur Verhagen était un des professeurs que j'ai connus depuis l'université. Donc nous avions pas mal de choses à parler ensemble. Pas nécessairement des politiques. Dat u met een van uw vroegere professoren Vous aviez beaucoup de contacts avec l'un de vos professeurs. Vous semblez avoir tout évoqué, sauf la politique, alors que c'était le sujet dont tout le monde parlait ailleurs. Si nous avons une crise politique en Belgique, dans la rue, y compris la femme de ménage de l'usine va évoquer la politique. Vous êtes commissaire à ce moment-là, vous parlez à l'un de vos anciens professeurs seulement. Vous avez sans doute parlé du nettoyage du couloir. Ce n'est pas crédible, excusez-moi. Ou bien vous aviez des contacts et vous évoquiez la politique. Ou est-ce que vous parliez du foot? Pas mal de choses, cela ne me satisfait pas comme réponse. De quoi parliez-vous régulièrement avec M. Verhagen, par exemple? Vous êtes préoccupé par les aspects politiques de la question, parce que ce qui vous intéresse, ce sont les événements qui se sont passés au Congo. Voilà. Mais, bien entendu, nous étions là-dedans. Mais tout le monde vivait ça. Je n'avais pas besoin de discuter de ça avec mes professeurs. Quand nous avions l'occasion de parler avec mes professeurs, de parler avec les collègues, nous avons une foule d'autres situations, d'autres problèmes à évoquer. Donc, le simple fait, est-ce que d'après vous, supposons une fois, il y a eu le jour de l'indépendance, le discours du roi, le discours de M. Kassavogo, le discours de M. Lumumba. Est-ce que parler, commenter ces discours et parler de ces discours, par exemple, d'après vous, c'est parler de la politique? Oui. Alors, ça, tout le monde parle de la politique alors. Tout le monde parle de la politique alors. Mais je ne vois aucun mal à ça. Mais on ne dit pas qu'il y a un mal à ça, on veut savoir quelle est votre position. Mais je n'ai pas de position. Par exemple, M. Verhagen, qu'est-ce qu'il disait sur M. Lumumba? M. Verhagen ne m'a pas dit quelque chose de spécial. Vous m'avez parlé de M. Verhagen et j'ai dit oui, si je le connaissais, en effet, depuis l'université. Et je pourrais vous citer une foule d'autres professeurs. Depuis Louvain jusqu'à l'Ovanium. Des prêtres et des laïcs. Mais seulement, qu'est-ce que vous voulez? Ils étaient mêlés à la situation
que tout le monde vivait. Mais tous ces gens n'étaient pas, en fait, n'avaient pas de projet, des idées, en fait, arrêtées sur la situation politique. Ils déploraient, par exemple, qu'il y ait des malentendus entre les dirigeants, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on pouvait leur reprocher? Mais nous déplorions tout cela. C'est pour ça qu'on est venu nous ramasser à l'université, sur le banc de l'école. Nous le déplorions aussi. Mais nous devions le faire sur le travail de notre école. Est-ce que c'était mal? Non. Si quelqu'un, ici le problème, si j'ai bien compris, c'est ce que votre président a souligné, c'est le fait de savoir si personne ne m'avait parlé de la liquidation, soit politique, soit physique. C'est de ça que vous vouliez dire, si j'ai bien compris. Aussi, sans qu'on dise ici que tous ces gens-là, que M. Vrag n'est qu'un exemple, ont donné, ont voulu tuer ou éliminer, ou qu'est-ce qu'on dit, mais ils avaient quand même une appréciation sur la politique de M. Lumumba. À ce moment-là, sans qu'on parle déjà de tuer ou quoi, on est en septembre, même où. Qu'est-ce qui était l'appréciation de la politique qui menait M. Lumumba à ce moment? Eh bien, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas du tout. Je ne crois pas du tout. Je ne me souviens pas du tout ce que pensait M. Verhagen à ce qui concerne la politique de M. Lumumba. Et comment est-ce que vous expliquez que certains de ces gens avaient l'impression que vous étiez opposite à M. Lumumba? Parce que ça, c'est l'impression qu'ils donnent à nous dans les documents, les lettres qu'ils ont envoyées ici. C'est Lazare. Mais c'est normal. Écoutez, vous savez, il y a des gens qui disent, même au pays, tantôt je suis le neveu de M. Kasavubu, tantôt je suis le cousin de M. Kasavubu, et ainsi de suite. Alors, on peut aussi tirer pas mal de conclusions. Accepté de devenir chef de cabinet du ministre des Finances dans le gouvernement Lumumba, et puis vous êtes vous-même appelé à devenir commissaire et vice-président du collège des commissaires. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le président, M. Kasavubu? Oui, mais j'ai connu M. Kasavubu depuis le petit séminaire. M. Kasavubu, oui, j'ai connu M. Kasavubu pendant de longues dates, pendant de longues années. Mais comme chef quand de il cabinet, était président. Oui, comme président, est-ce qu'il vous recevait? Est-ce qu'il vous demandait en audience? Certainement. Et sur quel sujet vous demandait-il en audience? Il ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Que je sache, moi, personnellement, il ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Il m'a toujours donné des conseils. J'étais comme un fils pour lui. Il m'a toujours donné des conseils depuis que j'étais au séminaire. Il m'a toujours donné des conseils. Et il allait de son habitation jusqu'à l'Ovanium, au moment, pendant le fonctionnement de la colonie. Il allait de chez lui, à vélo, il m'accompagnait à vélo jusqu'à l'Ovanium. Vous voyez la distance que ça peut faire. Oui, mais moi, c'est comme président. Est-ce qu'il vous appelait parfois? Est-ce qu'il vous demandait en audience? Et parfois, vous deviez traiter de questions particulières avec lui? Ou pas? Non. Jamais. Donc, tant que vous étiez chef de cabinet, vous étiez commissaire, il ne vous a jamais demandé, jamais reçu en audience? Oui, aussi, je suis allé souvent, mais j'allais chez lui comme chez moi. C'était un enfant de la maison. Et comment Bomboko gérait le collège? C'était lui le président, donc oui. Comment c'était les réunions du collège? Comme toutes les réunions des groupes. Comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? La façon dont les réunions ont été dirigées, la façon dont comment les ordres du jour étaient établis, quelles étaient vos relations avec M. Bomboko? Je ne sais pas si... enfin, si... Je crois qu'il était le président. S'il préside une réunion, je ne vois vraiment pas du tout quel est le problème. Vous voulez savoir l'ordre du jour qu'il établissait?
parle pas de la méthode de travail que vous utilisiez, oui. Oui, la méthode de travail, nous n'en avions pas beaucoup, vous savez. C'est très bien de parler de méthode de travail à ce moment-ci. Après 40 ans de vie publique, nous pouvons parler de l'ordre de travail. Mais quand on sort, on vient vous prendre du banc de l'école, comme vous dites d'établir un ordre de travail, vous savez. Je veux dire une chose, madame. Pas plus tard qu'hier, moi j'ai une nièce qui se trouve ici à l'université, à l'ULB. J'avais reçu une lettre. Je lui ai demandé d'y répondre. C'est une phrase. Suite à votre lettre 2, ou conformément à votre lettre 2. Elle a mis beaucoup de temps pour trouver ce qu'il fallait écrire. Mais pour moi, je trouvais que c'est simple. Mais lui, elle trouvait que ce n'était pas du tout simple. Mais pourquoi je trouvais ça simple? Parce que j'avais dépassé le stade où il se trouve, elle se trouve. Avec de l'ordre du jour. Mais vous vous imaginez pas, vraiment, mettez-vous un peu dans la peau. Enfin, essayez un peu d'aller chercher quelques étudiants belges et dites-leur de gérer les affaires du gouvernement belge ici et demandez-leur les ordres du jour et tout ce que vous voulez. C'est une question très neutre, hein, seulement pour savoir comment ça fonctionnait. On ne demande même pas quelle était la tendance des discussions. Mais si même là, vous répondez par des propos très évasifs, c'est vraiment très difficile Et je dois vous dire, M. Ndélé, que franchement, le témoignage que vous faites m'inspire qu'il n'est vraiment pas véridique et pas conforme aux réalités et que vous essayez de nous cacher pas mal de choses. Ça, je vous le dis très franchement. Eh bien, je regrette beaucoup, Monsieur le Président. Je suis vraiment navré. Si telle est votre opinion, vraiment, je suis vraiment navré. Alors, c'est parce que vous croyez que vous avez une certaine idée de ce que je crois savoir. Je devrais savoir. Et que je ne le sais pas. C'est peut-être ça qui vous fait croire ce que vous dites. Mais je vous ai dit ce que moi, je sais. Vous me l'avez fait jurer ici. Et vous croyez vraiment que j'aurais juré pour rien? Je le crains. Non. Collega Laners. Ja, meneer Ndélé, het moet me toch van het hart dat ik mij aansluit. Monsieur Ndélé, je dois quand même vous dire que je partage les sentiments du président. Même en niant les choses tout à fait évidentes, vous confirmez nos présomptions. Vous parlez de se substituer à cette dernière année. J'ai essayé de me substituer à un certain nombre de personnes et je ne puis que vous dire que votre témoignage me déçoit particulièrement. Je voudrais vous rappeler que être sous serment ou témoigner sous serment est quand même une affaire tout à fait sérieuse. Merci beaucoup, madame. Et je comprends que je puisse vous décevoir parce que je ne peux pas répondre à vos questions telles que vous le désirez. Vous n'avez pas envie de savoir ce que moi je sais ou d'entendre mes réponses, mais c'est parce que tout simplement, vous croyez avoir une opinion à vous sur ce que je sais.
vous dis, très franchement, Monsieur le Président, je suis navré, mais ça me fait beaucoup de peine, vraiment. On a des telex, on a des rapports, on a toutes sortes de documents. On vient de recevoir ici la commission de... Enfin, on a toutes sortes de documents. 1. 2. Vous êtes d'abord chef de cabinet du ministre des Finances. Vous êtes ensuite vice-président du collège des commissaires qui gère le pays. Et dès qu'on vous demande même quand on vous demande qu'est-ce que vous croyez est-ce que M. Lumumba faisait un bon travail, vous dites, ah, ça je ne sais pas, j'ai pas eu la possibilité de m'en faire une idée. Mais vous vous foutez de nous? Non, non, je ne me fous pas. Mais vous vous foutez de nous? Mais non, je le regrette très fort, je ne me fous pas de vous. Enfin, on vous demande quelle est votre opinion sur le travail que M. Lumumba faisait comme Premier ministre, et vous dites, ah, c'est impossible de le savoir parce qu'il n'a pas été assez longtemps. Mais quel travail? Tout le monde a une opinion de ce que fait le Premier ministre. La femme de ménage est certainement un chef de cabinet d'un ministre. Il a une opinion. Si vous nous dites maintenant que vous n'avez pas d'opinion là-dessus, je vous dis, vous mentez. C'est clair et net. Et pour le reste aussi, vous ne dites pas, et je demande au public de ne pas émettre d'opinion, vous ne dites pas la vérité devant cette commission. Et vous avez juré de le faire. J'ai juré de le faire, Monsieur le Président, et je crois vous avoir dit la vérité. Je crois vous avoir dit la vérité. Vous me demandez des questions. J'essaie de répondre. Mais même une question aussi simple. Quelle était votre opinion de ce que faisait M. Lumumba comme Premier ministre? Vous dites, ah, j'avais pas d'opinion parce qu'il n'avait pas été assez longtemps en position. C'est exact. Enfin, c'est des foutaises. Mais comment des foutaises? Tout le monde a une opinion là-dessus. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Qu'est-ce que les gens peuvent dire? Que M. Lumumba c'est votre opinion que je demande. Mon opinion, quelle mon opinion vous voulez connaître? Vous voulez savoir de vous dire que si M. Lumumba a bien géré? Il a bien géré quoi? Pendant combien de temps? A-t-il eu ce temps pour le prouver? Mais c'est pas ça la question. Est-ce qu'il faisait ça bien ou est-ce qu'il ne faisait pas bien? Mais qu'est-ce qu'il faisait bien? Il est resté Premier ministre. Les fonctions de Premier ministre. Il est resté Premier ministre pendant combien de temps? Et tout le monde sait qu'il a exercé ses fonctions dans des conditions très difficiles. Ça, on le sait. Mais dans ces conditions difficiles, est-ce qu'il faisait ça bien ou est-ce qu'il ne faisait ça pas bien? Est-ce qu'il menait, selon vous, le pays dans de bonnes voies ou selon vous, ça allait à la perte? Ah, mais ça, vous ne m'avez pas posé la question comme ça. Non, 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 je m'excuse beaucoup. Mais ça, je vous ai dit de préciser vos questions. Ah non, vous ne m'avez pas... Ah, écoutez, vous m'avez dit que vous avez des... J'ai dit ici, je crois que tout le monde m'entend. En effet, je l'ai posé très ouvertement. J'ai demandé quelle était votre opinion sur le travail qu'il faisait comme Premier ministre. Est-ce que je dois vraiment vous dire, est-ce qu'il va mener le pays à la perte ou est-ce qu'il mène le pays à... C'est une question claire et nette. Je ne parle pas le chinois. Non, écoutez, Monsieur le Président, je m'excuse beaucoup, mais ce n'est pas comme ça que moi j'ai interprété vos questions. Alors, recommençons. Ah oui, vous pouvez... Selon vous, comment est-ce que M. Lumumba gérait les affaires? Bien ou pas bien? Eh bien, écoutez. Non, bien ou pas bien? Ah bien, apparemment pas bien. Apparemment pas bien. Pas bien. D'après, c'est le jugement. Non, votre opinion. Mais mon opinion personnelle n'a pas d'importance. Mais oui, votre opinion personnelle a une importance parce que votre opinion personnelle à ce moment-là, naturellement, va déterminer votre comportement par après. Vous êtes un acteur responsable sur le terrain. Oui. M. Ndélé. Donc, si vous avez une opinion, oui, c'est une opinion importante, parce que si vous estimez qu'il fait un bon boulot, vous allez soutenir cette action. Si par contre, vous estimez qu'il fait un mauvais boulot et qu'il va à la perte, je suppose qu'en tant que responsable politique congolais, vous allez essayer de faire quelque chose pour le stopper. Non? Est-ce qu'il y a une logique? Vous ne comprenez plus? Nous n'avions pas le droit de le stopper. Ah non? Comment allons-nous faire pour le stopper? Ah ben, ça a été fait, non? Ça a été fait comment? Ah ben, si moi je connais l'histoire, ça a été fait. Il a été stoppé.
Et par qui? Par nous? Ouais, enfin bon. Mais c'est vous qui me dites que c'est... Ben, il a été démis de ses fonctions, il a été envoyé à Elisabethville, et à Elisabethville, Mais- il est mort. Mais être démis de... C'est ce qu'on appelle stopper Mais quelqu'un. être démis de ses fonctions, ce n'est pas nécessairement être stoppé. On peut être démis de ses fonctions, on peut revenir à ses fonctions. Et je vous expliquais ici que les commissaires généraux ont été nommés pour permettre tout justement la réconciliation entre les hommes politiques. Et moi, je vous dis, M. Ndele, qu'au sein du collège des commissaires généraux, il y avait des discussions pour éliminer M. Lumumba, parce que le collège des commissaires généraux avait peur que M. Lumumba revienne. M. Bomboko n'en a jamais parlé au sein des Non, commissaires il m'en généraux? a jamais parlé. Vraiment, Jamais. il m'en a jamais parlé. Ça, je regrette très fort. Ça, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, mais moi, personne ne m'en a jamais parlé. Madame Konen, une dernière question. Par rapport à la sécession katangaise. La sécession katangaise. Oui. Naturellement, nous ne voulions pas de la sécession katangaise. Excusez-moi, j'ai pas bien compris votre dernière... Nous ne parole. voulions pas de la sécession Ah, vous ne katangaise. voulez pas. Chers collègues, je crois que dans ces circonstances, il est inutile de poursuivre l'audition. Vous pouvez partir, M. Ndele.